Il existe une remarque subtile de Voltaire selon laquelle chaque âge de la vie possède une tonalité mentale qui lui est propre, un climat intérieur qui façonne notre manière d'être, et qu'un homme ne peut qu'être malheureux si son esprit n'est plus en harmonie avec ses années. Cette idée, d'une élégance presque cruelle, offre une porte d'entrée parfaite pour clore nos méditations sur la nature de la félicité humaine. Elle nous pousse à observer attentivement les métamorphoses que les différentes étapes de l'existence impriment en nous. Ces nuances invisibles qui modifient la couleur du présent et modèlent notre rapport au monde. Car le présent, et seulement le présent, est réellement à nous. Tout le reste n'est que fumée. Au début de la vie, nous le vivons avec les yeux tournés vers un vaste avenir. À la fin, nous le portons avec un long passé attaché à nos talons, comme une ombre qui s'allonge. Et cependant, si notre caractère profond demeure stable, notre tempérament, lui, subit des transformations si marquées qu'elles donnent au présent une saveur différente à chaque saison de l'existence. Voilà pourquoi le premier quart de la vie nous apparaît, bien des années plus tard, comme un paradis perdu, une lumière douce que rien, semble-t-il, ne peut imiter. Dans la petite enfance, l'intellect, tout comme le cerveau qui atteint presque sa taille définitive vers 7 ans, explore avidement le monde. Tout attire son attention, tout nourrit son appétit de découverte. Ce fait surprend parfois. Nous imaginons volontiers que l'enfant n'est qu'un faisceau de désirs impulsifs et que la vie intellectuelle mûrit lentement avec l'âge. Schopenhauer affirme précisément l'inverse. Nos rapports avec les autres sont limités, nos désirs peu nombreux, la volonté n'a que peu d'occasions d'être stimulée, écrit-il. Ce qu'il nomme volonté n'est pas la simple intention ou le choix délibéré. C'est une force fondamentale, un élan vital qui traverse toute la nature humaine et animale, une poussée incessante, une soif inextinguible. Et c'est parce que l'enfant est moins dominé par cette volonté, parce qu'il n'est pas encore gouverné par les désirs qui déchirent et tendent l'esprit adulte, qu'il vit dans un état de relative innocence. Il ressent moins l'effort, moins l'avidité, moins la faim symbolique qui caractérise la condition humaine à maturité. C'est pourquoi les impressions de la jeunesse diffèrent si profondément de celles de la vieillesse. Le savoir recueilli dans nos premières années ne disparaît jamais. Il devient la structure même à travers laquelle nous percevons et comprenons le monde adulte. Sans même en avoir conscience, l'enfant forge les catégories avec lesquelles il décryptera toute son existence à venir. Plus tard, lorsque nous regardons en arrière, l'enfance nous apparaît comme une période sans lutte, sans pression, sans la trajectoire acharnée vers des objectifs. Les enfants se satisfont de connaître, d'explorer, de jouer, tandis que les adultes se débattent avec l'argent, les biens, les relations, la carrière, l'ambition. Le monde, en tant qu'objet, est splendide. Les formes, les couleurs, le mouvement, l'inattendu, tout semble rayonnant. Mais dans le monde en tant que sujet, dans son intériorité, dans son moteur essentiel, la volonté domine la douleur et le manque. En une formule saisissante, le monde est glorieux à voir, mais terrible en réalité. Kant avait distingué le phénomène de la chose en soi. Schopenhauer radicalise cette distinction en affirmant que ce que nous voyons n'est qu'apparence, tandis que ce qui se joue derrière la scène est une lutte aveugle, irrationnelle, insatiable. L'enfant ne perçoit que le premier aspect, la surface baignée de lumière. Il ne se heurte pas encore à cette profondeur obscure qui fait souffrir l'adulte. Pour lui, la vie n'est pas un champ de bataille intérieur. Il ne ressent ni cette faim métaphysique, ni cet appétit inquiet de posséder, de devenir, d'être reconnu. À ses yeux, le monde est une promesse, une invitation. Pour l'adulte, cette promesse se transforme peu à peu en combat. Et c'est là que la vie révèle son visage véritable. Schopenhauer écrit que le monde se présente d'abord comme un nouvel Éden, une Arcadie primitive dans laquelle chacun naît. Mais bientôt, cet état se dissout, laissant place à cette impulsion de faire sa vie, d'agir, d'entrer dans le tumulte du monde. C'est alors seulement qu'on découvre l'autre versant de l'existence, celui où la volonté, empêchée à chaque pas, devient souffrance. Vient ensuite un grand âge de désillusion, un âge long, patient, inévitable. L'homme croit d'abord s'être libéré de toutes ses illusions, mais ce n'est qu'une première fissure.
Le processus se poursuit, se propage, gagne peu à peu toute la vie. Ainsi peut-on dire que, dans l'enfance, la vie ressemble à un théâtre vu de loin. Les décors sont magnifiques, brillants, pleins de promesses. Dans la vieillesse, elle ressemble au même théâtre vu de près. Le carton peint, le bois grossier, les artifices trop visibles, les couleurs qui s'écaillent. Une dernière circonstance contribue à la douceur particulière de la jeunesse. Comme les jeunes feuilles du printemps, les enfants se ressemblent tous. Ils s'accordent naturellement, comme si la nature avait instauré une harmonie universelle dans les premières années de la vie. Mais à la puberté, tout se disperse. Les chemins divergents apparaissent, les personnalités se singularisent, les volontés commencent à s'entrechoquer. Le deuxième quart de la vie, la jeunesse, possède encore 1000 avantages sur la seconde moitié, celle où s'accumulent les difficultés. Car la volonté, par essence, ne peut être satisfaite. Elle tend toujours vers ce qu'elle n'a pas. Le jeune homme vit dans l'attente d'un bonheur qu'il imagine lointain, vague, presque mythique. Et cette image, née de la fantaisie, gouverne ses désirs. Il s'élance vers elle comme vers un mirage, et chaque rencontre avec la réalité devient déception. C'est là la source de la grande désillusion. Croire que les promesses de la jeunesse seront tenues, puis découvrir qu'elles ne le seront pas. La réalité intérieure du monde, cette volonté douloureuse, s'oppose à la réalité extérieure, cette apparence charmante. Et l'homme se sent trahi, comme si quelque chose d'essentiel lui avait été volé. Dans la jeunesse, nous concevons d'immenses visions de notre avenir, visions qui sont parfaitement inoffensives tant qu'elles demeurent de l'ordre de la contemplation. Mais dès l'instant où nous les investissons de volonté, où nous les désirons, où nous les poursuivons, la souffrance commence. Car vouloir, c'est tendre vers le manque, et tendre vers le manque, c'est souffrir. Cette logique éclaire une affirmation célèbre de Schopenhauer. Si la première moitié de la vie est dominée par une aspiration insatiable au bonheur, la seconde moitié l'est par la peur du malheur. Plus nous avançons en âge, plus il devient évident que tout bonheur est en quelque sorte chimérique, fragile, sans racines profondes, tandis que la douleur, elle, possède une indéniable réalité. Il remarque d'ailleurs, avec son ironie habituelle, qu'en vieillissant, nous devenons plus habiles à prévenir les malheurs, tandis que la jeunesse excelle à les supporter lorsqu'ils surviennent. Et il ajoute, dans un éclat d'humour sombre, « Dans ma jeunesse, le son de la cloche de ma porte me réjouissait toujours. Mais adulte, mes sentiments se rapprochent davantage de la consternation que du plaisir. » Cette réplique résume à elle seule l'évolution intérieure du rapport au monde. Le jeune attend, le vieux redoute. Un mouvement similaire traverse toutes les personnes de talent. Dans la jeunesse, elles croient être abandonnées par le monde. Avec le temps, elles découvrent qu'elles en sont libérées. Ce qui était d'abord douleur devient ensuite délivrance. Car l'expérience confère cette lucidité aiguisée qui sépare définitivement les illusions du réel. Un homme mûr voit les choses comme elles sont, non comme il voudrait qu'elles soient. Il comprend que les enthousiasmes précoces n'étaient que le reflet de son ignorance, que la vie n'est pas une promesse, mais une énigme, et que son charme repose souvent sur des fictions dont il finit par se déprendre. D'ailleurs, presque tout être humain est élevé dans l'idée que le monde a quelque chose de splendide à offrir, qu'il existe quelque part un bonheur éclatant, qu'il suffit d'efforts pour l'atteindre. Mais vers 30 ans environ, ce mythe s'efface. L'expérience dissipe les mirages de la jeunesse en révélant que la vie n'est faite que de petites joies et de moments présents, et que les grandes réussites exigent un prix dont la jeunesse ignore tout. Ce n'est qu'en abandonnant l'impulsion de la volonté, en renonçant à la poursuite effrénée, que l'on apprend à goûter ces modestes plaisirs. Schopenhauer lie ensuite chaque phase de la vie à une planète symbolique, selon l'ancienne tradition astrologique. Dans la pleine jeunesse, Mars règne, force, audace, combativité, ardeur. C'est l'âge où l'on affronte le monde, où l'on ouvre des voies, où l'on brise des portes. Vers 26 ans, dit-il, la puissance intellectuelle atteint son apogée brut. L'esprit est vif, rapide, flamboyant. Mais sous le règne de Mars, les exigences du monde se font plus lourdes. La carrière, l'ambition, la compétition, la culture, les responsabilités.
Et même si la vigueur cognitive décline lentement, elle est remplacée par autre chose. La mémoire s'approfondit, l'attention se concentre, l'expérience compense ce que la nature retire. Schopenhauer compare cette transition au travail du brodeur. Dans la première moitié de la vie, nous voyons la face brillante de la tapisserie, l'endroit avec ses couleurs harmonieuses. Dans la seconde moitié, nous voyons l'envers, moins élégant, plus chaotique, mais infiniment plus instructif. Car l'envers révèle l'architecture réelle de l'œuvre. Les fils noués, les tensions cachées, les attaches et les manques. De même, seule la maturité montre la vie telle qu'elle est tissée. Il insiste, même la plus grande supériorité intellectuelle ne garantit pas à un jeune homme une place prépondérante dans la conversation. Avant 30 ans, il est presque toujours éclipsé par l'autorité, l'expérience, l'assurance superficielle mais solide des hommes plus âgés. L'intelligence n'est pas encore épaulée par la profondeur, et la profondeur ne vient qu'avec le temps. À partir d'un certain âge, pourtant, la situation s'inverse. Le talent, enfin chargé d'expérience, dépasse les autres et s'impose naturellement. Vers 35 ans, dit-il, tout homme un peu réfléchi montre les premiers signes de misanthropie. Non pas une haine vulgaire des autres, mais une compréhension lucide de leur véritable nature. Ayant observé attentivement son propre caractère, il peut en déduire celui des autres, et cette comparaison le déçoit presque toujours. Il découvre que, dans l'esprit comme dans le cœur, il atteint un niveau auquel peu accèdent, et qu'il est irrémédiablement seul. Ainsi peut-on dire, avec Schopenhauer, que chacun aimera ou détestera la solitude à proportion exacte de sa propre valeur intérieure. Plus un homme est riche en lui-même, plus il goûte la solitude, plus il en est démuni, plus il la fuit. Cette évolution s'accompagne d'un changement subtil mais profond. La jeunesse est joyeuse parce que, gravissant la colline de la vie, nous ne voyons pas la mort, elle reste cachée derrière le sommet. Une fois la crête franchie, elle apparaît brusquement dans notre champ de vision, familière mais jusqu'alors abstraite. Le regard se durcit, l'expression se grave, les illusions se retirent. Dans la jeunesse, on use du temps comme si la réserve était infinie. Dans la maturité, on l'économise comme un bien rare. Un jeune homme regarde le monde à travers un télescope retourné. Ses désirs sont loin, ses ambitions gigantesques, son horizon démesuré. Le vieux renverse l'instrument. Tout se rapetisse, le temps accélère. Les choses se défont plus vite qu'on ne peut les saisir. Une vérité s'impose alors. La vie, qui semblait ferme, stable, riche de promesses, se révèle n'être qu'un enchaînement de moments évanescents. Le monde entier prend un air de vanité, vaine agitation, courses insensées, illusions collectives. Le temps lui-même se dilate dans la jeunesse. Les jours sont longs, les étés interminables, les impressions dures. Voilà pourquoi ce premier quart de l'existence est non seulement le plus heureux, mais aussi celui qui laisse les souvenirs les plus vivaces. Schopenhauer écrit qu'avant 36 ans, nous vivons de nos intérêts. Notre énergie vitale se renouvelle. Ce que nous dépensons aujourd'hui revient demain. Après 36 ans, nous commençons à entamer le capital. Le déficit est d'abord imperceptible, puis il s'accroît, puis il menace. La force décline, les efforts coûtent davantage, et nous réalisons que le compte ne se renflouera jamais. Cette chute graduelle, dit-il, ressemble à la chute d'un corps dans le vide. Lente au début, puis de plus en plus rapide, jusqu'à la perte totale. Aristote notait déjà que les vainqueurs des Jeux Olympiques ne conservent jamais leur vigueur dans la maturité. Schopenhauer étend cette observation au domaine de l'esprit. La puissance intellectuelle flamboyante de la jeunesse est difficile à maintenir. Elle s'érode comme tout ce qui relève de la force. Pourtant, chaque être humain semble taillé pour un âge particulier. Certains sont radieux jeunes et perdent tout éclat en vieillissant. D'autres atteignent leur apogée dans la maturité. Certains ne trouvent leur vraie nature que dans la vieillesse, devenant plus doux, plus sages, plus profonds, comme si la vie les avait polis. Comme le marin qui ne mesure sa progression qu'à la manière dont les objets sur la côte s'amenuisent et s'effacent à l'horizon, l'homme perçoit son propre vieillissement, lorsque ce qui, autrefois, lui semblait âgé, commence soudain à paraître jeune. C'est un renversement étrange. Ce n'est plus nous qui rattrapons le monde,
mais le monde qui semble reculer, devenir plus petit, plus léger, moins impressionnant. Et de même que les formes lointaines finissent par perdre leur grandeur, les personnes plus anciennes cessent d'incarner la vieillesse et nous apparaissent simplement dans la plénitude de la vie. Voilà pourquoi l'on répète aujourd'hui que 50 ans sont les nouveaux 30. Schopenhauer poursuit : dans la jeunesse, les impressions extérieures dominent. Tout nous attire vers le dehors, vers la sensation, vers l'expérience immédiate. Dans la vieillesse, c'est la pensée qui gouverne. Le regard se tourne vers l'intérieur, vers la réflexion. La jeunesse est le territoire de la poésie. La vieillesse, celui de la philosophie. Il n'y a là aucun regret, seulement une métamorphose naturelle. Ce que la vie retire en puissance, elle le rend en profondeur. Les années tardives, loin d'être stériles, possèdent leur propre richesse intellectuelle. C'est seulement alors qu'un homme peut être véritablement riche en expérience ou en savoir. Il a enfin eu assez de temps pour regarder la vie sous de multiples angles, pour comparer, relier, discerner. Les choses qu'il croyait comprendre dans son adolescence, il les comprend maintenant réellement. Il voit les véritables relations, les causes invisibles, les liens subtils que seule la patience révèle. La vieillesse ne donne pas nécessairement plus d'idées, elle donne de meilleures idées, ou plutôt une meilleure perspective sur elles. Ainsi, avec l'avancée des années, le savoir de la jeunesse s'épaissit, se densifie, se renforce. Ce que l'on avait appris autrefois comme une simple notion devient un véritable principe vécu, entouré d'illustrations innombrables. L'expérience agit comme une lumière intérieure qui éclaire ce que le jeune ne voyait que de biais. Elle permet de distinguer ce qui compte réellement de ce qui n'est que bruit, de comprendre la structure profonde du monde, de déceler les véritables lois de la conduite humaine. On pourrait dire que la jeunesse fournit le texte et que la vieillesse en écrit le commentaire. Et sans commentaire, le texte est incomplet. Il manque de cohérence, de sens général, d'interprétation juste. La vie n'est compréhensible dans son intégralité qu'à partir du moment où l'on possède à la fois le texte et les notes marginales, les faits et leur signification. Vers la fin de la vie, il se produit quelque chose d'étrangement analogue à la fin d'un bal masqué. Les masques tombent, les visages apparaissent, les gens révèlent enfin ce qu'ils sont et ce qu'ils ont toujours été. Tous les déguisements sociaux, ambition, flatterie, séduction, vanité, se détachent un à un. Les actions portent leurs fruits, les tromperies se dissipent, les mérites se voient, les fautes se montrent. La vie devient transparente. C'est alors que nous reconnaissons la véritable nature de ceux avec qui nous avons voyagé dans ce monde. Contrairement à l'opinion commune, ce n'est peut-être pas la jeunesse qui est la période la plus heureuse. Schopenhauer propose, avec humour et gravité, de rejoindre Platon, qui affirmait dans la République que la vieillesse méritait le prix. Car c'est l'âge où l'homme se libère enfin des passions animales qui l'agitaient sans cesse. L'homme âgé a le sang plus froid, l'esprit moins agressé par les tempêtes intérieures. Il sait que les plaisirs ne durent pas, que les illusions se brisent, que les grandes promesses de la jeunesse n'étaient que mirages. Cette lucidité n'est pas amère, elle est apaisée. Elle n'est plus combat, mais compréhension. Elle regarde la vie comme un fleuve tranquille, non comme une mer à conquérir. Elle sait que rien de ce qui semblait vital un jour ne l'est réellement, que les excitations qui gouvernaient la jeunesse n'étaient que des illusions colorées, que la volonté, en s'épuisant, laisse enfin place à la paix intérieure. Ainsi, la vieillesse se caractérise par la désillusion, mais une désillusion qui libère. Les fictions qui donnaient autrefois un éclat à la vie se dissipent, mais elles laissent derrière elles une sérénité que rien ne peut troubler. La différence essentielle entre la jeunesse et la vieillesse est simple et irréductible. La jeunesse regarde la vie, la vieillesse regarde la mort. L'un possède un court passé et un long avenir, l'autre un long passé et un avenir bref. Cependant, cette différence ne signifie pas que la vie soit courte ou longue. Schopenhauer conclut que la vie humaine ne peut être dite ni brève ni étendue. Elle est simplement la mesure même du temps.
l'étalon auquel nous comparons tout le reste. La vie est la règle, non l'objet mesuré. Et bien qu'il devienne parfois acide, Schopenhauer demeure, en un sens, un misanthrope chaleureux, un misanthrope humain. Il ne déteste pas réellement les hommes, il s'éloigne seulement d'eux, il ne nourrit pas de rancœur envers ceux qu'il juge médiocres. Il souhaite seulement vivre sans eux et prodiguer ses conseils à ceux qu'il estime capables de comprendre. Ses conseils pratiques s'entrelacent avec sa métaphysique. La volonté est une force aveugle, une pulsion incessante qui nous jette dans le monde et nous déchire par son insatiabilité. Le bonheur véritable ne vient pas de son accomplissement, qui est impossible, mais de son apaisement, surtout dans la vieillesse, lorsque l'on comprend enfin que la lutte ne mène qu'à la souffrance. Le repos intérieur est alors la seule victoire authentique sur la volonté. Et comme le rappelle ce pessimiste illuminé, méditant sur le temps et la vie, il faut avoir vieilli, il faut avoir beaucoup vécu pour voir combien la vie est brève.